Bonjour à tous, c'est le quatrième épisode de notre talk format aujourd'hui. Alors j'utilise le terme d'épisode à dessein car cette rencontre, comme les trois autres avant elle, sera disponible donc en replay. Vous l'avez compris, du coup cette vidéo est enregistrée. Le talk, je le rappelle, c'est 1 heure à midi avec chaque mois un thème et un invité. Alors autour de la télévision en général le thème et des formats évidemment. Et pour cette première de la saison, ce talk de rentrée, eh bien, rien de tel que de revenir sur l'origine et de parler d'un des genres audiovisuels, peut-être un des premiers genres audiovisuels à avoir, en tout cas, voyagé en tant que format à l'international, le jeu télévisé. Alors, jeu télévisé, quand on l'entend comme ça, on est en 2022, ça peut paraître un petit peu anachronique, ça peut faire un peu vieux, je ne sais pas. Et pourtant, le jeu est toujours très, très présent sur nos télévisions linéaires et pas que, sur les plateformes aussi de plus en plus, elles s'en emparent. Alors certes, on ne produit pas un jeu en 2022 comme on le faisait il y a 20 ans, et justement, pour en parler, et pour parler de cette évolution de la création du jeu de la télévision en France, on a la chance d'accueillir non pas un producteur, mais bien deux pour le prix d'un aujourd'hui, des concepteurs de télévision audiovisuel français, Aurélien Lipiansky. Et alors du coup, alors, je veux bien reprendre le nom de ton associé, Aurélien. Alors, Michael moi, je suis Aurélien, bonjour, et Mickaël Moreau, qui est mon associé. Puis Moreau, donc, merci, j'avais oublié ton nom de famille, Michael, tu m'excuseras. Donc bonjour à vous deux et le bienvenu. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, et je vais vous laisser d'ailleurs un petit temps pour vous présenter, on va revenir sur le menu de cette heure de talk. Un premier temps introductif de présentation, alors de la fabrique pour ceux qui ne connaissent pas encore, et puis évidemment de nos invités. Donc je vous laisserai la parole dans un instant. Un second temps dédié à vos questions, pardon, dédié à nos questions avec Arnaud. Voilà, on a quelques-unes et on a hâte d'entendre vos réponses. Et puis troisième temps, 15 minutes dédiées à vos questions. Voilà donc pour le programme, et je passe tout de suite la parole à Arnaud sur les éléments de présentation de la fabrique et puis les outils qu'on met en place. Merci beaucoup, Laïs. Je vous rassure, je vais aller très, très vite. C'est juste pour vous resituer qui on est et quel combat on mène au quotidien, et notamment en partie sur les jeux télé, mais aussi sur d'autres genres de formats. Donc, on est une équipe d'agents, secret, c'est un terme un peu poussif, mais en tout cas d'agents assez opérationnels sur les questions du format audiovisuel. Et notre objectif à la Fabrique des formats, c'est d'accompagner des porteurs de projets, qu'ils soient auteurs ou producteurs, à voilà, porter des créations de formats français, puisque le constat aujourd'hui, c'est que beaucoup de programmes et surtout des formats sont issus de licences étrangères. Quand on voit notamment The Voice, quand on voit koh voilà, les meilleurs pâtissiers aussi, toutes ces marques qui font le succès aujourd'hui de la télévision sont des marques étrangères. Et donc, nous, l'objectif, et à travers aussi le profil de Aurélien et de Michael aujourd'hui, qui sont des auteurs français et qui promeuvent la création de formats français à l'international, nous aussi, on essaie de porter ces sujets donc à travers plusieurs types d'activités que voici. Donc, tout d'abord, en fait, on a été un fonds d'investissement créé en 2016 où l'objectif, c'était d'investir dans une émission pilote qu'on appelle, enfin, une émission prototype qu'on appelle pilote, avec un investissement jusqu'à 50% de la production de ce pilote. Donc là-dessus, on essaie vraiment d'accompagner sur le volet investissement, mais sur d'autres volets aussi, où tout porteur de projet peut venir nous voir pour un accompagnement, une expertise, pour savoir si son projet, qu'il soit de format de fiction, de documentaire, de divertissement ou de jeu, puisse être exportable? Est-ce qu'il peut trouver un écho à l'étranger, sur un territoire? Est-ce que l'objet en lui-même est un format? Voilà, c'est des questions en interne qu'on peut se poser et qu'on peut tout à fait challenger sur les projets des clients. Deux autres aussi activités qui sont assez prégnantes dans notre quotidien, à savoir la veille, où au quotidien, on essaie de comprendre l'actualité à la fois des formats, du marché audiovisuel, du comportement des festivals aussi, de voir voilà, quelles sont les grandes tendances, à la fois socioculturelles, mais aussi de formats, tous genres confondus, qui s'expriment le plus à l'international. Chaque année, on produit une étude donc, annuelle sur les formats, sur le marché de la création française, pour faire état justement de comment se comportent aujourd'hui les créations de formats français, tous genres confondus, aujourd'hui. Et un dernier volet, effectivement, sur la formation, où là, l'objectif, c'est de former les talents à l'écriture, au développement, à la distribution. On a d'autres volets aussi annexes pour vraiment accompagner les projets sur l'éco-responsabilité. Il y a un vrai enjeu aujourd'hui sur la verdisation de projets, notamment qui est impulsé beaucoup par les politiques publiques, par le CNC et d'autres guichets de financement.
et sur l'écriture de plusieurs genres. Ça peut être jeux télé. Bientôt, on est en train de monter une formation sur la télé-réalité, les séries documentaires de format, en tout cas. Donc voilà, des sujets qu'on essaie de développer à la fois sur des profils étudiants, mais aussi auprès d'un public de professionnels. Très rapidement aussi, donc la Fabrique des formats est membre d'une association qui a été fraîchement créée il y a quelques mois, qui s'appelle l'ACP2F, donc l'Alliance pour la création et la promotion de formats français, où l'objectif, c'est de se concerter avec des pouvoirs publics, avec d'autres acteurs du champ audiovisuel, des auteurs jusqu'à la distribution, en passant par les ingénieurs techniques, sur la FICAM notamment, qui est membre de l'ACP2F, où l'objectif, c'est de porter ces sujets de création de formats français sur le plan politique et aussi de voir comment on peut le faire émerger sur le plan européen, voire même international. Donc, une vraie activité de lobbying sur ces sujets en France. Pour vous informer aussi, donc les 2-3 gros sujets sur lesquels on travaille sur nos formations, c'est la formation à l'écriture de jeux télé, dont d'ailleurs Aurélien est régulièrement intervenant pour ces sessions, où l'objectif, c'est d'apprendre à écrire et de conceptualiser un jeu de télévision. Et l'objectif aussi, c'est qu'il puisse trouver un écho en France, mais aussi qu'il puisse s'exporter à l'international à travers la notion de licence ou de format. Ça, c'est pour scénariste de jeu. Je vous parlais aussi tout à l'heure de la formation déployer une démarche éco-responsable, où là-dessus, on a eu une première promotion cet été qui a très bien fonctionné, on est très, très fiers. On va lancer une deuxième session parce qu'il y a une vraie activité sur le champ de l'éco-responsabilité qui se renforce, notamment au sein des écritures de la fiction, du documentaire, et qui va s'étendre aussi sur le flux. Donc, c'est pour ça qu'on met en place cette deuxième session. Et surtout aussi, troisième formation qu'on souhaiterait proposer aussi, et c'est une information que je vous délivre et qu'on a communiquée hier, mais dans le prochain MIPCOM, donc qui va avoir lieu du 17 au 20 octobre prochain, on vous propose de venir avec nous avec la Fabrique des formats pour vous immerger dans le marché. Peut-être potentiellement, vous n'avez pas accédé à un marché d'une telle envergure à l'international. Et donc, nous, l'objectif, c'est de pouvoir vous accompagner pour vivre vraiment votre premier MIPCOM, que si vous avez un projet aussi, l'objectif, c'est de pouvoir le positionner, de pouvoir identifier des interlocuteurs avec qui échanger pour vraiment augmenter votre réseau, que vous puissiez aussi trouver des synergies ou des logiques de coproduction, que vous puissiez avoir peut-être un distributeur ou un diffuseur qui veut déjà se positionner sur votre format, qu'il soit étranger ou français. Vraiment, l'objectif, c'est d'avoir un premier positionnement sur le marché, donc à travers 3 parcours. Le premier parcours qui est simple sur juste une immersion en MIPCOM. Le deuxième, où il y a une semaine de préparation pour vraiment identifier les acteurs, comprendre le marché et ensuite faire l'immersion en MIPCOM. Et le troisième parcours, c'est un levier supplémentaire pour vraiment se former à la distribution. Donc là, ça s'adresse plutôt à des profils qui veulent gérer un catalogue de programmes, le vendre à l'international, que ce soit pour du documentaire, de la fiction, de l'animation ou du flux, bien évidemment. Voilà, Laïs, à toi. Voilà, les présentations, en tout cas du côté de la fabrique, sont faites. Si je vous dis Guess My Age, jeu vendu dans plus de 16 territoires, Le Club des Invincibles, diffusé sur France 2 en prime time, ou encore La Tête ou le Net, co-créé avec Ardisson, et qui devrait bientôt arriver sur les antennes, vous me dites Aurélien Lipiansky et Mickaël Moreau. Derrière tous ces titres, évidemment, il y a des professionnels de l'audiovisuel, des créateurs, des producteurs qui dirigent la société de production Touko. Merci à vous deux d'être avec nous, Aurélien et Mickaël Moreau. Je vous propose du coup de vous présenter peut-être en quelques minutes. Bonjour à tous. Merci de me recevoir chez vous. Donc, moi, je m'appelle Aurélien. Je travaille dans la télévision depuis un peu plus de 20 ans. Touko est une société qui a été créée en 2014. Le but de Touko était vraiment de créer et de produire des formats de jeux et divertissement, principalement. Mickaël Moreau, que j'ai connu chez Fremantle en 2010, m'a rejoint en 2015. J'ai pu accéder à mon ordinateur, c'est un cauchemar. Et voilà, nous avons récemment intégré le groupe Banijé il y a maintenant 4-5 mois pour nous aider à nous développer en France, mais aussi et surtout à l'international. Nous étions une boîte totalement indépendante, mais il arrive un moment dans le marché où la concentration des médias fait qu'on ne peut plus vraiment rester indépendant pour survivre dans ce milieu. Donc, nous sommes très contents d'avoir rejoint les équipes de Banijé France et le groupe Banijé qui bénéficient d'une force énorme à l'international
et qui, j'espère, vont tout faire pour nous aider à vendre des formats et à continuer à mettre de la création à l'antenne un peu partout dans le monde. Est-ce que, Mickaël, tu voudrais te présenter aussi, peut-être en... Oui, comme Aurélien l'a dit, on s'est rencontrés en 2010 chez Fremantle. Je suis resté pendant 5 ans en développement. J'ai fait un petit tour par Shine et puis après, je l'ai rejoint chez Tuco, où on forme une équipe, un duo depuis 7-8 ans maintenant. Et ça se passe bien, il est sympa. Non, il mange pas. Ça nous a permis de faire des belles choses. Enfin, Guess My Age, c'est lui tout seul. Hein. Après, le reste, on l'a fait tous les deux. Et voilà. Très Parlons de télé. Parlons télé, exactement. Je laisse peut-être Arnaud faire la transition. Alors, tout à fait. Donc, comme le Laïs le rappelait tout à l'heure, donc là, sur le temps qui nous reste, on va le diviser en 2 parties. Donc là, on va prendre une demi-heure pour mettre des questions un peu encadrantes et génériques sur voilà, l'univers du jeu télé, sur l'état de la création en France, aussi sur comment se positionner en tant que créateur. Donc, nos questions, alors, pour un champion, mais aussi plutôt 2 champions, en l'occurrence. La première question que j'allais vous poser, elle est assez simple, en fait. C'est-à-dire que pour les téléspectateurs, bon, on se définit un jeu télé de manière assez classique, comme voilà, un programme avec des règles, un gagnant à la fin. Ça, c'est des définitions un peu rudimentaires, j'entends. Mais quand on regarde un petit peu le spectre des divertissements et des jeux à la télévision, on peut citer voilà, à la fois des talent shows, on peut citer éventuellement des jeux de plateau, des jeux d'aventure, des jeux qui font appel avec des questions, donc des quiz, d'autres où, comme on le voit dans Guess My Age, c'est avec un indicateur précis où il faut identifier et décrypter des cibles, des personas, etc. Donc la première question que j'allais vous poser, messieurs, c'est voilà, comment à partir de quelles caractéristiques on définit un jeu télé à la télévision, tout simplement. Alors déjà, moi, je mettrais les talents de côté. Pour moi, ce ne sont pas des jeux, mais ce sont des divertissements mécanisés. Un jeu télé, en fait, finalement, ça va rester quelque chose de très simple. C'est un univers dans lequel des candidats, principalement anonymes, vont venir jouer à un jeu où il y a des règles et où à la fin, il y a un enjeu. Donc, que ce soit un enjeu financier ou un enjeu de cadeau. Donc, ça peut être un jeu de plateau, ça peut être un jeu d'aventure, voilà, le plus simple possible. Okay. Et surtout, un jeu télé doit se comprendre très, très rapidement et très simplement pour avoir le maximum d'audience possible. Il faut que n'importe qui allume sa télé puisse comprendre où il est et ce qu'il est en train de regarder. Okay. Petite sous-question, est-ce que le jeu nécessite que le téléspectateur joue aussi ou pas forcément? Alors oui et non, il y a 2 façons de regarder un jeu. Il y a la façon active, entre guillemets interactive, quand on va faire un jeu de quiz comme Qui veut gagner des millions par exemple, on va se sentir ultra impliqué et on va se demander jusqu'où on serait allé dans l'échelle de gain. Et puis, il y a une écoute passive qui est plus celle, par exemple, de Koh-Lanta ou Pékin Express, où on va regarder des gens, on va s'attacher à eux, mais on ne va pas forcément s'identifier puisqu'on n'est pas dans leur position à ce moment-là. C'est là où j'apporterai une nuance aussi sur le jeu télé, c'est que si on dit qu'un jeu télé, il faut pouvoir jouer aussi devant sa télé, dans ce cas-là, on enlève, comme tu dis, les télécrochets, mais on enlève aussi les télé-réalités d'aventure, les jeux d'aventure. Je complète avec une autre question là-dessus. Pardon. On n'est pas tous les jours d'accord sur. Merci beaucoup pour cette nuance. J'enlève le jeu d'aventure aussi. Ouais. Oui, je voulais juste compléter avec une autre question. Donc, Aurélien, tu disais à juste titre que le talent show n'est pas un jeu. Je faisais un peu exprès de borner le sujet parce que parfois, la frontière est assez poreuse entre le jeu et le divertissement. Pourquoi le talent show, selon vous, ne peut pas être considéré comme un jeu à part entière? Parce que c'est plus un divertissement. En fait, moi, je définis plus le jeu comme une mécanique de jeu tel qu'on pourrait jouer chez soi, en fait, à un jeu de société. En fait, le jeu télé vient du jeu de société de base. Donc,
c'est plus un jeu dans lequel on s'identifie et dans lequel on va jouer de chez soi. Et qu'effectivement, quand on regarde Nouvelle Star, X Factor, Incroyable Talent ou The Voice, on va le regarder d'une manière passive, admiratrice peut-être, mais en tout cas, on ne va pas se sentir impliqué dans le visionnage de l'émission. Et même question peut-être concernant un autre genre, le factual entertainment, typiquement les jeux type un dîner presque parfait. Est-ce que c'est, enfin, j'ai dit les jeux type, en tout cas, est-ce que vous considérez ça comme du jeu ou au contraire, c'est un peu différent, on rentre dans la vie des gens, c'est plus proche du factual justement? La télé-réalité, oui. En fait, on pourrait très bien tout englober en disant, OK, on fait une grosse case qui s'appelle le jeu et dans le jeu, on met tout. Oui, de la compétition, quoi. Mais c'est plus effectivement, voilà, c'est plus comme dit Michael, une compétition, que ce soit Bienvenue chez nous, un dîner presque parfait, ou tous les dérivés qu'il y a pu avoir, ou la meilleure boulangerie de France, ou ce genre de choses. Nous, en tout cas, plus dans un terme qui s'appelle le factual entertainment, effectivement, qui n'est pas du jeu, mais qui est encore autre chose, qui est une compétition. Voilà. D'accord. Et du coup, question subsidiaire qui viendra peut-être clore cette première grande question, ce constat 1, comme on l'a appelé. Est-ce que justement ces questions-là on va dire, catégorisation, c'est des questions que quand on est créateur de jeux, on se pose vraiment, ou c'est quelque chose de théorique? Est-ce qu'on se la pose notamment en partenariat avec les diffuseurs pour mettre en fait ce qu'on produit dans telle ou telle catégorie, ou pas vraiment en fait? Est-ce que dans quelle mesure ça prend de la place, peut-être à l'échelle internationale, avec la distribution aussi, pour savoir dans quelle case on a envie de se mettre? Je pense que c'est plutôt une question de mode et de ce que recherchent les chaînes. Et par exemple, on parlait de factual entertainment, c'est vraiment devenu la recherche principale de toutes les chaînes de télévision aujourd'hui, en tout cas en France, et beaucoup aussi à l'international. Ce sont souvent des formats qui fonctionnent, qui coûtent souvent moins cher que de faire un jeu de plateau, par exemple. Et c'est là où on a vu arriver énormément de formats ces 15-20 dernières années autour du factual entertainment. Donc pour moi, c'est plus une histoire de genre, c'est qu'est-ce qu'on va créer. Quand on réfléchit à de la création, on ne réfléchit pas forcément au genre, mais on sait en tout cas que le factual entertainment est un genre de format qui est très demandé à l'heure actuelle. D'accord. Deuxième question, aussi un petit peu introductrice, j'ai envie de dire, sur les jeux de manière générale. On a parlé de jeux de manière très, très générale, sur quelle définition on donnerait. Maintenant, si on précise et qu'on se dit, tiens, jeu de plateau et en France. Alors, si on regarde le classement Cassette des top 100, alors chaque année, donc Cassette, qui est un organisme un peu média qui répertorie tous les formats qui existent dans le monde et qui les classe en fonction du nombre de ventes, en tout cas dans ce classement du top 100. On constate effectivement que Guess My Age est peut-être le premier vrai jeu de plateau, en tout cas français, exporté à l'international, puisque, alors, c'est beaucoup exporté, certes aussi Fort Boyard, qui est actuellement à la tête de ce classement en termes de jeu, mais effectivement là on est sur un jeu d'aventure, donc pas forcément du jeu de plateau, ce que toi en tout cas jusqu'à maintenant, ce qui est votre cheval, en tout cas votre domaine de prédilection. On peut compter aussi VTEP, effectivement, qui arrive aussi avant dans ce classement. Donc VTEP, vendredi, tout est permis, l'émission avec Arthur, où là, on est sur effectivement du plateau pour le coup, mais avec beaucoup d'humour. Et ma question arrive ici. Quelles est, d'après vous, les caractéristiques du jeu de plateau et quelle place, en fait, prend la dramaturgie versus la mécanique forte? Voilà, c'est-à-dire que, la dramaturgie et la mécanique forte versus l'humeur et l'incarnation. Est-ce que l'équilibre pour justement exporter un programme, il doit être peut-être pas forcément un peu plus aller dans le sens de la mécanique très forte et la dramaturgie, ou au contraire, en fait, certains, la preuve, peut-être que VTEP en est la preuve, que en fait, l'humour et peut-être le fait d'avoir quand même mettre des éléments de format autour des personnalités qui sont mises en évidence participe à ça. Ça, c'est une première sous-question, et puis je viendrai par la suite, après une autre petite question qui me vient après. Alors déjà, pour moi, on ne parle pas de la même chose, c'est-à-dire qu'on ne peut D'accord. pas comparer VTEP et Monnaie Droit, c'est pas possible. VTEP, ce n'est pas un jeu, c'est un divertissement, il n'y a aucun enjeu dedans. Et on s'en fout un peu de la mécanique, c'est-à-dire que ce qu'on va regarder, c'est des célébrités qui s'amusent dans différents jeux, et il y a zéro enjeu. Donc en fait, il n'y a pas besoin d'avoir de la dramaturgie quand il n'y a pas d'enjeu.
Quand on regarde Money Drop, par exemple, qui est un des jeux les mieux réussis dans le monde, on est obligé d'avoir une part forte de dramaturgie qui sert la mécanique. On ne pourrait pas mettre d'humeur dans Money Drop. L'humeur vient des candidats, principalement, et en tout cas de l'animatrice, parce que Laurence était très bonne là-dedans, quand les candidats disaient n'importe quoi. Là, il y avait des moments d'humeur, mais après, on doit garder une certaine forme de dramaturgie et de force pour servir la mécanique. Est-ce Mais que après, par exemple, ce qui est assez incroyable, c'est quand on regarde Apprendre ou à laisser. Apprendre ou à laisser, c'est un jeu qui mêlait vraiment les deux, c'est-à-dire qu'il y avait une dramaturgie très forte dans un jeu complètement génial, mais avec beaucoup d'humeur qui passait surtout par la vingtaine de candidats qui étaient là et qui étaient récurrents et par leur réaction. Donc, il y avait beaucoup d'humeur dans le jeu et en même temps beaucoup de dramaturgie. Est-ce que cette humeur, enfin la place de l'humeur, alors on imagine que celle de la dramaturgie, en tout cas de la mécanique, forcément dans la bible de format initial, quand on crée donc un format, on la pense beaucoup, on la travaille beaucoup, mais justement, est-ce que cette place qu'on laisserait potentiellement à ces moments d'humeur aux différents incarnants, de la manière qu'ils soient, qu'il s'agisse de l'animateur ou des candidats, on la pense aussi au début, dès la création, ou pas forcément? On imagine, après, ça ne veut pas dire qu'on a raison. Mais si on doit prendre un concept concret qui est Guess My Age, moi, c'est ce que j'imaginais au départ. C'est-à-dire que je voyais bien qu'il allait se passer quelque chose entre les candidats et l'animateur, et surtout entre les candidats et les anonymes. C'est-à-dire quand on a une personne en face de soi qu'on ne connaît pas, eh ben, on va blablater. Et on va la regarder, on va l'analyser, et tout ça, c'est ce qu'on appelle de l'essence de candidat qui va servir à l'humeur et donc qui va servir à la mécanique. Après, parfois, on se plante, parfois, on pense que Pardon. va servir à donner de l'humeur, et en fait, non. Donc, heureusement ou malheureusement, toutes ces choses, on les voit à partir du moment où ça devient concret et qu'on est en fait. D'accord. La deuxième sous-question autour de mon focus, après qu'on ait parlé de jeu, de plateau, c'est la dimension française. Est-ce que, d'après vous, il y a une manière française de créer du jeu? Alors, pas de l'adapter, mais en tout cas de créer du jeu. Est-ce qu'il y a une patte? Est-ce qu'elle serait potentiellement due à la manière de programmer? C'est vrai que jusqu'à maintenant, et on va peut-être voir que ça change, mais les jeux en France souvent étaient programmés à deux moments particuliers, les jeux du midi et les jeux, on va dire, du soir, en tout cas en access. Est-ce que ça joue dans la création elle-même quand on imagine un jeu? Et en tout cas, voilà, est-ce qu'il y a une patte française? Une patte française, je ne pense pas, dans le sens où la création est quelque chose de très libre et d'universel. Donc, je ne sais pas s'il y a une patte française. En tout cas, effectivement, bien sûr, il y a une réflexion autour du jeu de midi et du jeu du soir qui n'est pas du tout le même, qui n'est pas dans la même ambiance, qui n'est pas dans la même cible. Un jeu de midi doit être un jeu lent, un jeu qui se laisse regarder, où on prend le temps, où le téléspectateur a le temps de répondre aux questions, de s'identifier, de préparer à manger en même temps et de revenir 5 minutes après, où il ne s'est pas passé grand-chose. Et c'est la richesse aussi de ces jeux de midi-là. Quand on prend les 12 coups, quand on prend tout le monde doit prendre sa place, on est sur des jeux qui sont très bien construits, mais qui restent des jeux de midi. Donc des jeux où il n'y a pas un enjeu incroyable, à part bien sûr la place du champion. Les jeux du soir, il doit avoir un enjeu qui est vraiment différent, puisqu'on est dans une recherche beaucoup plus active à ce moment-là de la cible, et donc on doit s'identifier à fond, et donc c'est là où des jeux comme The Wall ou Money Drop, ou N'oubliez pas les paroles d'ailleurs, on fait des succès parce qu'ils étaient ultra identifiants avec un enjeu très fort. C'est vrai aussi qu'il y a une spécificité française par rapport à la programmation de certains jeux, c'est-à-dire qu'on doit être un des seuls pays au monde à avoir des quotidiennes avec le même jeu tout le temps, que ce soit tout le monde veut prendre sa place, le midi, n'oubliez pas les paroles, c'est des jeux qui ne changent jamais. Et la spécificité aussi, c'est qu'à chaque fois, il y a un champion. Donc, je pense que certains créateurs et producteurs se disent, pour avoir une récurrence et une quotidienne, il faut des champions ou des gens qui reviennent très souvent dans le casting, par exemple, de Chacun son tour.
Et ça, ce serait une spécificité française, le fait d'avoir un champion, ou c'est quelque chose qui, worldwide, entre guillemets, c'est aussi développé, j'imagine, que d'un pays à l'autre, c'est mécanique. C'est pas venu de la France, le champion, mais je pense qu'on s'est rendu compte que ça marchait en France. D'accord. Donc, on essaie de le développer. Mais c'est vrai qu'il y a que, comme le dit si bien Michael, il n'y a qu'en France où on a des quotidiennes de jeux comme ça récurrentes. C'est-à-dire quand on regarde les autres pays, le jeu a principalement sa place en prime time, dans des formats qui sont courts par rapport à nos prime time à nous, donc des formats d'une heure commerciale. On est sur 43-45 minutes. Mais c'est vrai qu'en France, on a beaucoup plus de cases quotidiennes et avec une récurrence de candidats et une récurrence de jeux. Et il le disait très bien, par exemple, le succès de Chacun son tour, c'est vraiment ça. Chacun son tour, en termes de mécanique, on n'est pas sur quelque chose d'incroyable. Alors après, on a cette nouveauté du billard japonais qui est super, mais effectivement, ce qui marche surtout, c'est la récurrence des candidats et l'humeur avec Bruno qui le fait très bien. Et on a l'impression un peu de regarder un truc en famille qui est récurrent. Et c'est vrai que ça, c'est assez rare. C'est parti en Espagne, Chacun son tour, mais c'est vrai que c'est assez rare dans les autres pays d'avoir ce genre de récurrence. Effectivement, Chacun son tour, dont on a un visuel juste ici. On a essayé d'équilibrer avec deux créations françaises et deux créations internationales sur ce slide. Troisième question sur Guess My Age. Alors, une autre des créations phares de Touko. Alors, du coup, je vous propose qu'on prenne cet exemple-là pour aborder peut-être trois volets. Trois étapes en fait de mise en place d'un jeu: la création, le développement et la dimension internationale. Et donc voilà, au travers de trois sous-questions rapides, je vais te poser la première, vous allez pouvoir me répondre, et puis ainsi de suite sur les trois sous-questions. Et la première sous-question, c'est comment justement est né le format Guess My Age. Et puis j'élargis. De manière générale, est-ce que, peut-être que vous avez des manières différentes, et ça peut être intéressant justement, c'est intéressant de vous avoir tous les deux, parce que vous avez peut-être des process de brainstorm, en tout cas d'idéation différentes, et une manière particulière de procéder, peut-être une routine du quotidien dans la création et la conception de jeu. Alors, pas du tout, mais non, mais en fait, ce qui est toujours très compliqué d'expliquer ce qu'est la création, c'est que pour moi, ça ne s'explique pas. C'est-à-dire que la création, elle peut venir à n'importe quel moment. Il y a pas de, on ne fait pas des brainstorms exprès pour trouver des idées. C'est-à-dire que les idées, elles viennent, elles peuvent venir effectivement quand on est au travail, mais elles peuvent venir aussi le soir en buvant des coups, elles peuvent venir la nuit en se réveillant et en ayant rêvé de quelque chose. Ça peut être en se baladant dans un musée, ça peut être en se baladant tout court. Ou en parlant de totalement autre chose. Voilà, ou parfois ça nous arrive effectivement de parler de quelque chose et de dire ah tiens, c'est marrant ce truc-là, tiens, si on y réfléchissait. Donc pour moi, il n'y a pas de routine particulière, ou il n'y a pas de chemin tout tracé. L'idée justement de la création, c'est quelque chose de libre et de nouveau. Donc c'est d'aller chercher des choses qui justement sont loin de la veille et autres. En fait, on se trompe souvent quand on veut faire de la création et qu'on fait énormément de veille. Parce que le fait de faire de la veille internationale perturbe énormément, puisqu'on voit énormément de choses. Et en fait, justement, ce qui est intéressant, c'est d'aller vers des nouvelles choses. Et le but de la création, et j'espère qu'on y arrivera un jour, c'est quoi le next step? C'est quoi le prochain truc télé qui va faire que ça va être super? C'est quoi le prochain The Voice, c'est quoi le prochain Dealer No Deal, c'est quoi le prochain Star Academy, etc. etc. Et c'est ça qui est très difficile, mais je ne pense pas qu'il y ait de chemin tout tracé pour faire. Est-ce que le fait, justement, je profite que vous soyez tous les deux là, le fait d'être en équipe dans cette partie-là, justement, de la création, est-ce que c'est un exercice solitaire, le fait de créer, justement, le fait de peut-être se couper du monde, ce que tu soulignais aussi un peu, qui est aussi la force de pouvoir trouver la chose originale, mais est-ce que, justement, le fait de pouvoir échanger, c'est quelque chose j'imagine, un plus, et dans quelle mesure ça se fait dès le début d'une potentielle idée née, c'est quoi les coulisses? En fait, je pense que c'est ça la clé, c'est-à-dire que quand j'ai créé Touko, j'étais tout seul pendant 1 an et demi, et j'appelais Mika, qui ne faisait pas partie de ma société, mais je l'appelais toutes les semaines pour dire ah tiens, je pense à ça, t'en penses quoi? Parce qu'en fait, ce qui est très difficile, c'est d'être dans son coin. Et quand on est dans son coin, alors certes, on fait 0 concession et on va au bout de son process, qui est super, mais on n'a aucun ping-pong. Et souvent, le ping-pong est quand même le truc le plus excitant
dans la création, c'est qu'on se rend compte direct avec la personne qu'on a en face de soi, de savoir si l'idée qu'on vient de sortir peut avoir une écoute et un potentiel. Encore une fois, personne n'a la clé de savoir ce qui est bien ou ce qui n'est pas, hein, mais je pense qu'effectivement, le fait d'être en équipe, de toute façon, la création est un travail d'équipe. On ne crée pas seul dans son coin et la réalisation derrière, c'est la même chose. Et de toute façon, quand on a une idée et qu'on la développe, après, il faut toujours la faire rebondir sur les gens, faire jouer les gens dans le cadre d'un jeu pour avoir des retours. C'est comme dans tous les domaines créatifs. Je pense que c'est pas seulement dans le télé. Il faut avoir des retours parce que sinon, on n'évolue pas. On reste dans une bulle et on peut avoir quelque chose de bien et au final, se retrouver avec quelque chose d'un peu merdique parce qu'on n'a pas eu de retour et qu'on est resté dans une voie et que ça restait un peu nul. Intéressant parce que ça me permet du coup une transition sur la deuxième étape, puisque là, ça vient aussi, qui est donc celle du développement après la création, et qui est justement sur le nombre d'allers-retours. Alors, j'ai fait exprès de poser une question un peu technique sur un nombre précis, mais l'idée, c'est d'élargir. Combien d'allers-retours, typiquement pour Guess My Age, par exemple, il y a pu avoir entre la version A, la toute première version qui est née, on va dire, suite à une première présentation, à la version finale, et avec quels acteurs? Est-ce que ça a été en fait l'idée d'en parler officiellement à un premier acteur, qui est par exemple une chaîne ou autre, qui a donné naissance à la première mouture? Est-ce que c'est où il y en a eu déjà même avant? Et est-ce que donc combien il y a eu, on va dire, de ping-pong justement avec d'autres acteurs dans le cadre du développement de Guess My Age? Et de manière générale, est-ce qu'il y a, j'imagine qu'il n'y a pas de règle, mais est-ce que voilà, on peut avoir en tête en tout cas l'échelle d'aller-retour possible? Moi, je dirais trois. Je pense qu'il y a eu trois grosses étapes, en tout cas, d'aller-retour dans Guess My Age. La première, c'est le développement du format pur. La deuxième, c'est la rencontre avec Ara Afrikian, qui était à l'époque directeur de D8, qui a aimé ce format et qui m'a dit il faut que tu rajoutes du fun parce qu'il n'y a pas assez de fun. Et à l'époque, les indices n'existaient pas dans cette forme-là. Et en fait, il m'a dit ils sont super tes indices, mais ils sont pas assez fun. Et en fait, j'ai juste transformé les indices avec des choses catégorisées qui étaient la chanson de la naissance, la star, etc., etc., qui a fait que d'un coup, ça a apporté un peu plus de fun et d'équilibre au format. Et derrière, à partir du moment où on a fait des simulations avec des vrais gens, là, on a ajusté des choses sur le format. Donc, par exemple, on a ajusté le fait au début, il y avait 10 anonymes, on a réduit à 8, puis à 6, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ça passait beaucoup de temps d'anonyme par anonyme parce que les candidats parlaient beaucoup, et ça, on ne s'en rendait pas compte, bien sûr, sur papier. Et derrière, toute la mise en scène du plateau fait que ça prend beaucoup de temps. Donc, en fait, on a revu des choses à ce moment-là de la mécanique. Donc, je dirais 3 élèves pour. D'accord, super pour cette Classe. réponse très précise. Et peut-être très rapidement sur la dimension internationale, à quel moment, donc après création, développement, distribution, l'idée de se dire, tiens, c'est un concept qui peut être vraiment exporté à l'international est née? Est-ce que déjà, dès le début de sa création, tu avais en tête, tu t'es dit quand même, c'est une mécanique qui parle à tous? Ou est-ce que c'est venu justement dans la discussion, peut-être justement en parlant à la chaîne, Canal, sachant que voilà, avec Vivendi Entertainment, à quel moment cette idée de distribuer est née? Et voilà. Alors, tout de suite, Ouais. puisque nous, ce qu'on essaie de faire chez Foucault, très humblement, parce qu'on y arrive très rarement, bien évidemment, mais c'est de créer pour l'international directement. C'est-à-dire qu'un format, s'il est bon, il marche à l'international, il marche partout, il est universel. Qui veut gagner 1 million, 157 pays, Deal or No Deal, Money Drop, tous ces formats qui sont universels, c'est-à-dire qui peuvent être copiés-collés, qui fonctionnent de la même façon, c'est vers là qu'il faut aller. Les formats, entre guillemets, culturels ne se vendront jamais. Regardez le succès de Slam. Slam, c'est un succès énorme. Et le jeu, moi, je le trouve vraiment génial et ultra bien construit. Mais Slam ne s'exporte pas. Pourquoi? Parce que les mots croisés, c'est très français. Tout simplement. Et que culturellement, dans les autres pays, il ne fait pas de mots croisés. Donc, c'est allé dans deux, trois pays, je crois, mais c'est tout. Tout le monde veut prendre sa place. C'est un vrai jeu qui, comme on le disait tout à l'heure avec Mickaël,
a une récurrence et qui n'existe pas à l'international, le format ne s'est pas vendu à l'international. En revanche, Quatrième Duel, qui était un jeu français aussi créé par French TV, a commencé aux États-Unis et s'est vendu dans 2-3 pays parce qu'il avait une dimension internationale. Donc en fait, bien évidemment, nous, en tout cas, notre métier, c'est de réfléchir en amont à créer des formats qui soient exportables le plus rapidement possible, puisque, parlons argent, sincèrement, c'est pas en France qu'on gagne de l'argent, donc c'est sur les exportations. Donc plus on est dans des pays, plus les revenus tombent et surtout sans rien faire. Donc le but de la création de formats, c'est quand même d'essayer d'avoir des créations dans un maximum de territoires. Je laisse du coup la parole à Arnaud sur la suite des questions. Yes, merci Laïs. Donc, effectivement, là, on entend bien effectivement sur cette dimension internationale la nécessité de s'associer aux bons acteurs pour pouvoir exporter le format. On comprend aussi que quand on est créateur, il y a quand même 4 leviers de collaboration possibles. Donc, s'associer à un autre auteur, s'associer à un producteur pour matérialiser cette idée, s'associer à un diffuseur, notamment pour se voir investir sur le programme et être diffusé, et via le distributeur pour, dès l'écriture, pourquoi pas aussi, être investi pour qu'il y ait une promesse de vente à l'international. Si je recontextualise très rapidement, en fait, Tuco a eu plusieurs collaborations. Je pensais notamment historiquement à la première collaboration que vous aviez avec Newen, où ensuite vous êtes revenu indépendant et ensuite aujourd'hui vous êtes chez Banijay. On voit aussi qu'aujourd'hui, il y a à travers le Club des Invincibles et La Tête ou le Naine, donc, qui est un format en cours de pilotage et de production, si j'ose dire. On voit qu'il y a des premières collaborations aussi avec des producteurs et voire même animateurs français, donc à savoir Thierry Ardisson pour La Tête ou le Net et Nagui pour le Club des Invincibles. Et la question que j'allais vous poser, c'est comment est-on amené à pouvoir collaborer avec ce type de personnes, notamment auprès des producteurs et animateurs? En fait, c'est plus une histoire d'opportunités et de rencontres. En l'occurrence, le Club des Invincibles, c'était une envie commune avec Nagui et ses équipes de bosser ensemble. Et on a décidé de partir sur une page blanche, tous ensemble, et d'essayer de créer quelque chose. Le but étant, à ce moment-là, on voulait recréer une sorte de club un peu VIP, de brut de jeux télé et avec un enjeu simple qui était qui réussira à battre ces gens-là et à rentrer dans ce club-là. Donc voilà, par exemple, ça a été une de ces opportunités-là. Et concernant Thierry Ardisson, c'est lui qui est venu nous voir avec une idée de base qui était assez intéressante, un peu complexe, mais assez intéressante, et avec qui on a décidé d'avancer. Et ensemble, on a réussi à créer donc un format qui s'appelle La Tête ou le Net, qu'on a piloté récemment, qui est le premier jeu dans lequel, quand vous n'avez pas la réponse, vous avez le droit d'aller tricher, d'aller regarder sur Internet. Voilà. Mais c'est pas gratuit tout ça. Et ce jeu, on l'aime beaucoup parce que, par exemple, il ne repose pas sur quelque chose d'ultra novateur, d'ultra révolutionnaire. Mais en fait, il est ultra excitant à regarder pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a une tension de savoir que va faire le candidat à chaque fois. Est-ce qu'il va décider de répondre avec ses propres connaissances ou aller chercher sur Internet et donc dépenser de l'argent? Et surtout, comment il va faire sa recherche? Puisque ça, je vais le garder encore secret, mais l'édito des questions est fait en sorte que ce ne sont pas des questions où on sait, on ne sait pas. Et donc, sur Internet, ça met quand même du temps d'aller chercher les réponses. Donc voilà, ça a été aussi une opportunité. Et concernant les rois de la pâte à modeler qu'on a en développement avec Cyril Hanouna, c'était aussi une question d'opportunité. C'est qu'on a créé ce format-là où on s'est dit que c'était un peu drôle et sympa. Et on est allé voir Cyril qui a trouvé ça super. Et donc, on s'est dit, non, on le fait ensemble. C'est une question aujourd'hui aussi de se rapprocher des gens qui ont la chance d'avoir des cases et des deals avec les chaînes. En ce qui concerne Nagui, qui est un très grand producteur, un très bon producteur et qui a su bien mener sa barque auprès de France Télévisions et avoir beaucoup de programmes, que ce soit Cyril Hanouna
qui est un excellent producteur également et qui a beaucoup de cases sur C8, nous, on cherche la complémentarité, l'opportunité, c'est-à-dire de se dire, tiens, on sait que ces gens ont des cases disponibles, est-ce qu'on n'irait pas essayer de faire des choses avec ces gens? Ok. Je vais passer un peu plus rapidement parce qu'il nous reste une dizaine de minutes pour qu'on puisse laisser le temps à notre auditoire de pouvoir poser des questions à titre individuel. Je voulais revenir sur un volet sur lequel à la fois la fabrique, mais aussi de votre côté, au quotidien, vous combattez, c'est le statut et la posture d'auteur de jeu en France qui est assez, comment dire, où il y a de nombreux freins, mais aussi des avancées assez concrètes sur ces sujets. Pareil, si je recontextualise, donc aujourd'hui, pour financer un jeu télé, c'est assez complexe dans le sens où on peut s'adresser qu'à des investisseurs privés. Je fais référence bien sûr au CNC, qui est un guichet de l'audiovisuel public, mais qui ne finance, enfin, qui est un guichet public de l'audiovisuel, pardon, mais qui ne finance que la création de stock, c'est-à-dire d'animation, de fiction et de documentaire, ce qui est une très bonne avancée pour exporter les programmes français à l'international. Mais dans la logique de format et surtout sur les formats de flux, il y a un frein là-dessus parce que idéologiquement, le CNC n'investit pas dans ces programmes. Cependant, il y a eu quelques avancées, quelques travaux menés pour essayer de faire émerger le flux comme une vraie création immatérielle et presque comme une œuvre audiovisuelle, avec notamment la reconnaissance en 2020 donc, du métier de concepteur de flux, grâce notamment à l'avancée de la CPNEF. Je salue par ailleurs Jade Robin qui est parmi nous, qui est membre de la CPNEF, qui nous regarde actuellement et avec qui on travaille régulièrement sur les sujets de la formation et de la montée en gamme des compétences. Mais aussi, on peut parler de la SAGE, donc, qui est la Société des auteurs de jeux, qui est présidée notamment par Jean-Michel Salomon, et qui a été fondée par Claude Danu et Jacques-Antoine qui est le créateur de Fort Boyard, où il y a des dispositifs d'accompagnement pour des auteurs de jeux français, à la fois dans l'écriture, dans l'accompagnement aussi avec les diffuseurs, lors des rendez-vous. Et la question que j'allais vous poser, donc, c'est au vu de tous ces dispositifs et de ce contexte un peu particulier de l'émergence de jeux télé dans la posture d'auteur, en fait, quelles sont les forces et les difficultés aujourd'hui à créer un jeu sur le territoire français? C'est très difficile. Soyons francs, on ne va pas se cacher, c'est très difficile. C'est très difficile pour plusieurs raisons. La première, c'est que culturellement, c'est pas ce qu'on est, la France. C'est-à-dire que dans l'histoire de la télévision française, culturellement, on va acheter des formats internationaux. Voilà. Donc déjà, ça c'est une première chose qui fait que oui, les chaînes sont beaucoup plus rassurées quand elles voient des audiences, quand elles voient des images d'un format existant. C'est beaucoup plus facile d'aller se projeter sur l'adaptation d'un format que sur une création. Ça, c'est la base. La deuxième chose, c'est qu'il y a de moins en moins de cases en France de jeux. À l'époque, sur TF1, il y a encore 10 ans, il y avait 2 cases quotidiennes en access prime time de jeux, plus la case du midi, plus des cases en prime. Aujourd'hui, quand on regarde TF1, il n'y a plus du tout de jeux, à part la case de midi, et des jeux en seconde partie de soirée qui sont plus des jeux d'humeur, où on s'en fout de la mécanique, comme les jeux de Camille Combal, par exemple, qui sont des jeux de divertissement plus que des jeux mécaniques. France Télévisions, il y a France Télévisions et de loin les chaînes qui ont le plus de cases de jeu. Après, on peut le constater, c'est rare qu'il y ait des changements dans ces cases-là. Donc l'année dernière, il y a eu Chacun son tour qui a pris la place des Amours et c'est super parce que ça a permis de mettre une création française à la place d'un format américain. Donc ça, c'est super. Il y a des formats qui marchent très très bien aujourd'hui, donc je ne vois pas pourquoi les chaînes les enlèveraient. Il y a récemment, par exemple, sur France 3, Duel en famille, la création de Cyril Perrault qui vient d'arriver à l'antenne. Ça a été aussi une nouvelle opportunité de mettre de la création. Après, c'est rare. Voilà. M6 ne fait pas de jeu. C8 n'en fait plus. Donc, c'est vrai que c'est difficile d'aller mettre de la création en France, mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Ça va permettre aussi de faire la transition Lace où effectivement, là, ce que tu as évoqué, c'est principalement sur le secteur, en tout cas, de la diffusion linéaire, donc des chaînes de télévision. Est-ce que peut-être une réflexion à développer sur les plateformes? Du coup, Lace, je te laisse la parole là-dessus. Lace, tu as coupé ton micro.
Voilà, c'est un nouveau jeu que je vous propose. Il faut deviner ce que je dis. C'est son micro éteint. C'est ça, peut-être le jeu du futur. Et c'est justement l'objet de ma question. Constat, en 10 ans, 20 ans, les jeux de télé ont énormément évolué. L'effet wow, comme on dit, de qui veut gagner des millions, il n'est plus, parce que ça fait un petit moment que le jeu existe. Évidemment, je cite ce jeu, puisque plus vendu à l'international, et c'est devenu une institution en termes de mécanique et sur plein d'autres aspects. La question, elle est simple. Comment imaginez-vous les jeux de demain? Est-ce qu'ils seraient plus interactifs? Est-ce qu'ils seraient peut-être dans le métaverse? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Et pourquoi pas, évidemment, les plateformes? Je ne crois pas du tout à tout ça. D'accord. C'est comme il y a 10-15 ans où le truc, c'était YouTube. Et ouais, génial, on va prendre des gens de YouTube, on va les mettre à la télé, ça va être super. Ça n'a jamais marché. Donc, je ne crois pas du tout à tout ça. Moi, je crois que le jeu a encore beaucoup d'années devant lui, tout simplement parce que c'est un rendez-vous. Et que le rendez-vous, c'est ce qui va garder les chaînes linéaires. C'est-à-dire que regarder une chaîne linéaire, alors oui, on le fait de moins en moins, mais on le fait pour des rendez-vous. On le fait pour des gros divertissements, on le fait pour du news, on le fait pour des gros jeux. Et je ne pense pas que le jeu a un avenir sur les plateformes, dans le sens où les plateformes recherchent des choses feuilletonnantes. Donc, à moins de créer un jeu qui soit feuilletonnant, comme LoL, par exemple, qui était pas ça du tout au départ, voilà, mais qui était un format beaucoup plus court, à moins de créer ce genre de programme, mais qui ne sont pas des jeux purs, qui sont plus du divertissement. On vient y ajouter des humoristes, des comédiens célèbres pour attirer le client. Mais en tout cas, le jeu pur n'a pas sa place sur les plateformes. Et du coup, quelles seraient peut-être des pistes de comment on pourrait imaginer le jeu dans le futur? Est-ce qu'il y aurait des... Continuer à faire du jeu sur la télé Oui, linéaire. La télé n'est pas morte, ça j'en suis sûr, moi, contrairement à beaucoup de gens. Je pense que tout peut cohabiter. complètement. Et ça se voit d'ailleurs, parce que quand il y a un gros format qui sort, quand Mask Singer est arrivé en France, ça a fait un énorme carton. Et pourtant, il y a déjà les Netflix, les Amazon, les Disney, etc. Donc en fait, je pense juste que créer l'événement, c'est ce que doivent faire aujourd'hui les chaînes linéaires, c'est ce qu'elles tentent de faire d'ailleurs, et ce qu'elles réussissent souvent. Mais c'est en créant l'événement qu'on fait revenir les gens devant la télé. Est-ce que l'événement passe nécessairement par le direct avant de laisser peut-être la parole à l'ensemble des personnes qui nous regardent? Non, pas forcément. L'événement, regarde Mask Singer, c'est de l'enregistrer. Voilà, je prends Mask Singer comme je pourrais prendre autre chose, mais à partir du moment où tu arrives à créer un événement, tu fais bien les gens devant la télé. Et en fait, l'événement passe par une nouveauté, et la nouveauté, elle doit être incroyable, nouvelle. C'est ce qui est très difficile à créer, mais on désespère. Merci pour cette deuxième partie, on va dire. On va passer maintenant à la troisième partie avec vos questions de tous ceux qui nous écoutent jusqu'à maintenant et qui ont peut-être plusieurs questions à vous poser ou pas. Donc, je vous laisse évidemment la parole. N'hésitez pas à... Qui souhaite prendre la parole? Oui, vas-y Henri. Il y a ton micro qui est coupé, Henri. C'est bon. Pardon, excusez-moi. Que penserais-tu, Aurélien, de la pertinence quand on propose un jeu à un producteur ou une chaîne d'en même temps ambiancer un distributeur pour donner peut-être plus de chance à l'intérêt qu'on peut porter à une proposition? Le problème du distributeur, c'est qu'il n'y a pas un distributeur qui sait vendre du paper format. Il n'y en a pas un qui sait le faire. Et vraiment, pour avoir tenté avec Mickaël avant de rejoindre Banijé, de faire nous-mêmes la distribution, de rencontrer tous les acteurs du marché et tout ça, c'est tellement difficile de vendre quelque chose à l'international qui n'a pas été piloté, qui n'est pas, en tout cas, qui n'est pas très, très avancé dans une vraie démonstration, que un distributeur va pas apporter grand-chose. Et en fait, dans les deals que tu peux faire, il vaut mieux dealer avec un distributeur quand ton truc est à l'antenne que quand il n'est pas. Parce qu'ils te prendront beaucoup plus avant que quand il sera à l'antenne. Mais voilà, après, il n'y a aucune règle. Il n'y a aucune règle, mais aujourd'hui, le distributeur ne fait pas le vendeur, c'est sûr. Oui, Cédric. Alors, ouais, c'est bon, ton micro est activé. Oui, bonjour. Je voulais vous poser une question sur, vous avez parlé tout à l'heure de
la difficulté d'imposer des nouveaux formats à l'antenne. Vous avez réussi avec Guess My Age à convaincre un diffuseur de le mettre à l'antenne. Qu'est-ce qui a fait la différence et comment vous avez réussi ce qui est aujourd'hui, ce qui paraît être compliqué aujourd'hui? Déjà, j'ai couché, donc c'est pour ça. C'était la réponse. Non, je pense que en fait, c'est une histoire de bons moments, de bons formats au bon moment, et en l'occurrence, Guess My Age, c'est vraiment un coup de chance. Ara Prikian, qui était à l'époque directeur de D8, cherchait des nouveautés, voulait lancer des formats français pour les exporter. C'était vraiment son idée. Je l'ai rencontré à ce moment-là et il se trouve qu'il a adoré Guess My Age et que c'est parti très vite. C'est très rare, mais en tout cas, c'était le bon moment. C'était vraiment le bon rendez-vous au bon moment. Parfait, merci. Merci Cédric. Oui, Cyril. Alors, je crois, pareil, votre micro est coupé. Je crois que mon jeu où il faut deviner ce que les gens disent a de plus en plus. C'est juste, là, vous m'entendez, c'est bon? Oui, très bien, Parfait. vous entendez. Ok. Moi, j'ai deux questions. Là, tout à l'heure, vous parliez des jeux lents plutôt entre midi et 2. Je vais prendre, on va dire, comme les chiffres et les lettres. J'aurais l'idée de créer un jeu là-dessus. Combien de temps vous direz que ce jeu devrait durer? Plutôt 30 minutes, 45 minutes, et plutôt diffusé, par exemple, à 12 heures ou 17 heures? Alors après, c'est très difficile de donner une réponse comme ça sans avoir rien vu, mais si on regarde un peu ce qui se fait aujourd'hui, par exemple dans les jeux de lettres, on est plus sur des formats courts à 26 minutes et qui sont plus diffusés ce qu'on appelle en daytime, c'est-à-dire dans l'après-midi sur France 3 en l'occurrence. D'accord. Et ma deuxième question, tout à l'heure, vous parliez des opportunités. On s'était rencontré, Aurélien, notamment à un dating. Voilà. Et je voulais savoir si ça va être… Dating effectivement organisé Pas par dans la l'amour. Oui, Pas dans l'amour et dans le pré. Pardon. un format dating. L'objectif était de faire rencontrer les producteurs et les créateurs. Voilà. Notre intimité ici. Donc, en fait, ma question, c'était est-ce que ça allait être renouvelé, ça? Puisque, bon, moi, en l'occurrence, j'habite plutôt en province et pour rencontrer les producteurs, c'est plutôt compliqué. Et notamment, là, il n'y a pas longtemps, j'ai répondu, par exemple, à un appel à projet avec Banijé. Est-ce que c'est ça qui prendrait le relais de ces fameux dating avec les producteurs? Voilà, c'est ma question. Je vais pas répondre à la place d'Arnaud et Leït, mais je vais essayer de répondre. En tout cas, moi, je trouve que c'était une super expérience. Pour plein de raisons. La première, c'est que ça permet de rencontrer des créatifs venus de plein d'horizons. Nous, ce qu'on dit toujours, c'est qu'une idée peut venir de n'importe qui, n'importe où, de n'importe quel âge, et qu'il n'y a pas de bagage à avoir pour avoir une idée de format télévisuel. Et la deuxième, c'est que effectivement, ça permet d'échanger, nous d'essayer de vous guider dans ce qui nous paraît bien ou moins bien, et d'avoir des gens qui ont des idées fraîches en face. Donc, c'était une super opportunité que la Fabrique des Formats avait mis en place. Donc, j'espère qu'ils vont continuer. Pour compléter sur la partie technico-pratique sur notamment l'appel à projet Banijé, donc je vous rappelle pour celles et ceux peut-être qui ne sont pas au courant, mais on a lancé un appel à projet donc Fabrique des Formats et Banijé pour un fonds d'investissement d'1 million d'euros par an pour investir dans la création de formats français sur 3 genres, donc le social experiment, la télé-réalité et le dating. Et pour répondre à votre question, Cyril, uniquement dans le cadre de cet appel à projet, il n'y a pas de rencontre prévue de dating parce qu'il y a d'abord un temps d'expertise et d'examen des projets avant un potentiel investissement ou en tout cas une deuxième étape pour aller plus loin dans le projet. En revanche, par contre, à la Fabrique, on pourra vous tenir au courant via des communications prochaines. On organisera des réunions et des petits déjeuners, ou en tout cas des sessions de rencontres avec des auteurs ou des créateurs, des producteurs ou des personnes comme Aurélien et Michael qui sont vraiment intégrés dans le champ audiovisuel. Donc là-dessus, c'est prévu. Mais c'est un peu décorrélé de Banijé parce que à Banijé, c'est vraiment un comité d'examen précis à part.
Alors que nous, à la fabrique, sur les dispositifs d'accompagnement en parallèle, c'est en parallèle, mais on peut cumuler les deux, si j'ose dire. Voilà, Je ne sais pas si ça répond à la question, Cyril. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a jusqu'au 16 septembre pour envoyer ces projets. C'est ça, dans jusqu'à le- vendredi. Exactement. Je pense que c'est vraiment bien de le faire. Je fais pas de la pub pour le groupe dans lequel je suis, mais je pense vraiment que c'est une vraie opportunité pour des gens qui n'ont pas forcément accès aux producteurs et aux diffuseurs, car Banijé, qui aujourd'hui est un acteur majeur dans la distribution de formats, s'intéresse vraiment à la création française et veut vraiment pousser la création française. Donc vraiment, je pense que c'est très très bien de répondre à cet appel de projet. Et ce qui me permet aussi de compléter, effectivement, la Fabrique des formats offre plusieurs manières en fait, pour toutes les personnes qui sont, vous le disiez Cyril, peut-être loin du cosmos télévisuel à Paris. Et justement, on essaye d'ouvrir en fait, la porte à toute personne qui aurait des idées, et ça de plein de manières différentes. Alors, tu l'as cité, le fameux dating, c'est ce qu'on essaye de mettre en place, évidemment, des speed dating, on l'appelait comme ça, speed meeting, autour des formats pour faire rencontrer donc professionnels et à la fois des passionnés qui ont des velléités de proposer un format. Et donc, on sera aussi amené à aussi répéter, et je le dis pour les personnes qui sont présentes ici, et qui regarderaient potentiellement aussi le replay de notre rencontre du jour. Voilà, la Fabrique des formats multiplie justement les événements pour pouvoir créer ce genre de rencontres. Donc là, c'en est un exemple, les speed meetings, les petits déjeuners dont parlait Arnaud, et troisième élément aussi, les appels à projets. Et puis, nous-mêmes, on propose une expertise au jour le jour, au quotidien, évidemment au travers de nos services. Et aussi, on a notre fonds de la Fabrique des formats qui continue qui continue et via, vous avez un retour d'un comité de sélection et d'investissement. En tout cas, vous avez un retour dans tous les cas si vous nous transmettez un projet, déjà d'un premier comité interne de lecture, et puis si votre projet a beaucoup de points positifs pour passer en comité de sélection en présence de producteurs, diffuseurs, distributeurs, voilà, ça reste aussi une voie possible. Voilà pour résumer aussi l'ensemble des voies et des services qu'on propose à la fabrique là-dessus. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je vois qu'il est midi 57. Peut-être une ou deux, effectivement, si… Moi, c'est bon. Merci. Merci Cyril. Oui. Ou est-ce que les jeux n'ont plus de secret pour vous, définitivement? Non, non, justement, dans les services, je suis accompagné pour une expertise aussi avec la Fabrique des formats. Donc, personnellement, par rapport, parce que comme je ne suis pas dans l'audiovisuel, que j'ai un autre métier à côté, ça me permet d'aller à mon rythme. Donc ça, je trouve ça super intéressant en fait. Voilà. Et merci Cyril pour ce retour. Merci à vous. Et du coup, alors moi, pour le coup, j'ai encore plein de questions, mais je vois qu'il est 57 et je sais surtout que Arnaud, voilà, tu voulais aussi dire quelques mots avant de conclure la rencontre. C'était tout simplement vous rappeler les prochaines échéances de ce qu'on fait à la fabrique. Donc, je vous ai remis effectivement le voyage au MIPCOM. Voilà, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez toujours nous contacter. On peut en discuter avec grand plaisir sur vous accompagner tout simplement au festival ou si vous voulez positionner un projet sur le festival. Voilà, tout est possible et on sera ravis de pouvoir en discuter avec vous. La formation scénariste de jeu qui arrive très prochainement, courant du mois de novembre. Est-ce qu'on voulait aussi vous proposer, étant donné qu'on a un service d'adhésion pour la partie veille de la fabrique des formats, sachez que pour information, la prochaine rencontre donc, qui se destine aux adhérents, mais que vous puissiez aussi peut-être adhérents à l'avenir, nous allons faire une rencontre avec Jérémy Michelac, donc, qui est un producteur et créateur français, qui s'est d'abord exprimé sur le champ du format en France et qui s'est expatrié aux États-Unis, voilà, par opportunité aussi, pour explorer ce marché. Donc, ça va être l'occasion vraiment d'explorer cette partie américaine. Oui. Oui, Léa. Qui est juste entre nous en vacances prolongées maintenant. C'était donc ça, le secret. Voilà, pour les prochains rendez-vous. S'il n'y a pas d'autres questions, on voulait vraiment vous remercier pour votre attention et un grand merci aussi à Aurélien et Mickaël d'être intervenus aujourd'hui. C'est toujours très enrichissant de pouvoir parler de ces enjeux de création quand même qui sont assez importants, notamment sur le jeu télévisuel. Je ne sais pas s'il y avait peut-être une ou deux questions encore avant qu'on clôture cette session. Non, tout était clair. Très
Très bien. Laïs, si tu veux, je te laisse conclure. Un grand merci à Aurélien et Mickaël pour leur précieux temps et pour ces discussions très, très riches. Donc, merci encore. N'hésitez pas, si vous ne connaissez pas encore la fabrique, à vous abonner aux différents réseaux sociaux. En tout cas, retrouver les informations sur nos prochaines rencontres, sessions, devenir adhérent. Et comme on le disait, on offre plusieurs opportunités à toute personne qui s'intéresse à ce secteur audiovisuel, à la télévision, au format de manière générale. Merci à tous donc, et puis à très vite. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci beaucoup pour cette rencontre. Au revoir. Au revoir.